On va donner la parole à notre Benjamin pour qu'il fasse l'appel. Merci Monsieur le maire. Chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Alors allons-y, commençons l'appel. Richard Maillet. Présent. Roger Boutset. Présent. Marie-Odile Armandon. Présent. Mathieu Pietri. Présent. Monique Salomon. Bien voir. Corinne Lemeu. Edmond Etedjian. Édouard Alessander. Mathieu Morateur. Claude Lampeau. Armand Chamla. Claudine Achintre. Colette Toulec. Dominique Bièche. Roger Wex. Yann Pertuizel. Véronique Garnier. Catherine Bienfait. Marie-Christine Rodriguez. Amapola Ventron. Stéphane Pierassini. Patrice Lanzon. Joseph Cassaro. Marie-Pierre Vitiello. Vanessa Brescia. Vous avez un pouvoir. Christine Sicardi, j'ai le pouvoir. Marie-Christine Oberlinkels. Jean-Marc Bretin est excusé. Alain Dubois est également excusé, ainsi que Véronique Bianchi. Hervé Plisson. Anthony Chouroun. Et Julie Marfoncini. Donc, Monsieur le maire, nous avons encore. Merci, Monsieur le maire adjoint. Le conseil municipal de ce soir n'échappe pas à la règle puisqu'il sera lui aussi filmé. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ce soir, pour une fois un mardi soir, dans le cadre d'un des derniers conseils municipaux de la mandature. Je tiens à vivement remercier les acteurs du dernier festival de musique Voix sous les platanes qui ont émerveillé les oreilles de nombreux mélomanes devant la bastide de la salle. Pas de doute, notre groupe bouquin Voice Gang a toujours un bel avenir devant lui. Je voulais également revenir sur l'inauguration de la statue de la Guillaume en provençal la Mounine, pour laquelle j'ai pris un véritable plaisir d'exhumer l'intrigue historique bouquine, et ce, à vos côtés. Merci donc à la commission extra-municipale sur le patrimoine. Merci aux services municipaux concernés. Merci aux invités de marque reçus pour l'occasion. Et bien sûr, merci au sculpteur Francis Lévrino. Je vous invite, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore l'histoire de cette statue, dont la réplique est exposée sur le rond-point de la Monine, à se rendre sur le site internet de la ville ou parcourir la revue du mois précédent pour la découvrir. Rentrée scolaire rime aussi avec diplôme pour les lauréats de l'année précédente. C'est dans ce cadre que nous avons eu le plaisir de décerner, au cours d'une cérémonie officielle aux Terres Blanches, les brevets des collèges aux désormais jeunes lycéens bouquins. Félicitations à eux et au corps enseignant, ainsi qu'au personnel administratif et technique du collège pour ces bons résultats. Le démarrage de la saison culturelle a fait fort, avec une comédie musicale d'une grande qualité qui s'intitulait Yves Olivier ou le destin d'Yves Montand. Mille excuses aux bouquins qui n'ont pu assister, faute de capacité, et je vous invite d'ores et déjà à réserver la prochaine date, à savoir le vendredi 15 novembre à 20h30, pour la pièce de théâtre Angèle, inspirée du film de Marcel Pagnol en 1934, revisité par le Cartoon Sardines Théâtre de Marseille. Côté château, l'exposition de peinture, dessins et sculptures de Sama et Pierre Pélizon se termine ce soir pour laisser place à une exposition accessible dès 3 ans et pour un public non-voyant, proposée par Artessence, intitulée « Toucher l'art des cavernes » du 4 au 18 novembre prochain. Une conférence sur Botticelli, dans le cadre de notre pacte d'amitié avec Fiesole, sera animée par le comité de jumelage dans ce même lieu le 16 novembre au soir.
Comme chacun le sait, le 28 septembre dernier, les Vauclains se sont mobilisés à l'appel de la municipalité pour ramasser et trier les déchets abandonnés sauvagement sur la commune. De cette journée est née une série d'affiches réalisées par des enfants, sous l'impulsion de l'association ADN. Pour valoriser cette initiative citoyenne, nous avons souhaité présenter ces réalisations à travers une petite exposition temporaire à l'Hôtel de Ville. Durant tout le mois de novembre, le public est invité à découvrir cette exposition de sensibilisation au premier étage de l'Hôtel de Ville. Fin d'année oblige, le très apprécié marché de Noël ouvrira ses portes le 22 novembre prochain au château, le temps du week-end. Au programme, photo gratuite avec le Père Noël, vin chaud, chocolat fumant ou encore crèche vivante. Le conseil de ce soir traitera de culture, avec du jazz pour nous faire valoir les étoiles, de différents points relatifs aux ressources humaines, d'une décision modificative en matière de budget, pour enfin vous présenter le nouveau dispositif de subvention de la rénovation de façade. Avis à nos sportifs. Le trail nocturne de Bouc-Bel-Air revient. Nous vous donnons rendez-vous le samedi 30 novembre 2019 au cœur de la commune pour partager un moment sportif et convivial. Vous aurez également l'occasion de courir auprès d'Amandine Ferrato. Vous savez tous que c'est une vice-championne du monde de trail. Vous pouvez vous inscrire en ligne sur www.courirenfrance.fr et choisir entre deux disciplines, Véronique, le trail de 16 km, 500 dossards maximum. Départ à 18h du complexe des Terres Blanches, ou alors la marche nordique de 5 km, 150 dossards, départ à 18h05 du complexe des Terres Blanches. Je vous rappelle que nos traditionnels échanges citoyens se tiendront pour la 6e édition le jeudi 7 novembre à 18h30 aux Terres Blanches. L'occasion de faire le point sur l'avancée des dossiers municipaux qui vous importent directement, mais surtout de répondre aux questions qui seront posées. Pour conclure, je vous informe que pour des raisons de sécurité, la piscine située au complexe d'Hydruc est momentanément fermée par les services de la métropole. J'ai convoqué une commission d'experts avec les gestionnaires et les services métropolitains dès demain matin sur le site afin d'obtenir des réponses et envisager sa réouverture le plus rapidement possible. Une communication sera effectuée dans le plus bref délai suite à la réception de ces informations. Passons, si vous le voulez bien, à l'ordre du jour, qui appelle évidemment l'éternel compte-rendu de la dernière séance du conseil municipal. Est-ce que vous avez des remarques sur ce compte-rendu? Il n'y a pas de remarques, donc je le considère comme adopté. Je vous remercie. Ensuite, on a les décisions qui ont été signées. Alors, il y en a une qui est la numéro 18 du 16 septembre, qui est une convention avec l'association Un Café. Un Café, c'est une association qui est située 63 chemin de la Treille, afin de mettre à disposition le château pour l'organisation d'une prestation musicale le 19 juin 2020. Ensuite, nous avons la numéro 19. La numéro 19, qui est une convention avec l'Union départementale des sapeurs-pompiers 13, afin d'assister la commune de Bouc-Bel-Air dans la mise en place d'une formation diplômante aux gestes de premier secours pour les dirigeants associatifs. Celle-ci est du 2 octobre, j'avais oublié de vous le dire. Juste un petit point là-dessus. Je rappellerai que la formation du personnel municipal, aussi bien aux gestes de premier secours qu'à autre chose, est très très importante. J'en veux pour preuve ce qui est arrivé à la commune de Sibiane il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques semaines, où un gamin a eu l'occasion de faire ce qu'on appelle fausse route, merci, fausse route,
Et le personnel est intervenu, le personnel municipal est intervenu, et le gamin, évidemment, la fausse route a été remise dans le droit chemin, et donc de ce fait, le gamin a survécu. Parce qu'une fausse route, c'est quelque chose d'extraordinaire dont on meurt normalement, sauf si, en temps voulu, le geste adéquat est fait. Donc là, il s'agit d'une formation diplômante aux aides de premier secours pour les dirigeants associatifs. Ensuite, on a la décision numéro 20 du 4 octobre 2019 pour désigner la secrétaire de concours pour la seconde phase du concours de maîtriseur pour la construction du gymnase. Et j'ai désigné Madame Annelise Vial, chargée de faire respecter la règle d'anonymat des offres remises par les concurrents dans le cadre de la seconde phase du concours de maîtriseur pour la construction du gymnase. Ensuite, nous avons une décision numéro 21 du 21 octobre, qui est un contrat d'occupation du domaine privé à titre précaire et révocable commune de Bouglères entre Madame et Monsieur Avarello Robert et la commune de Bouglères. Ce sont des concitoyens qui, dans la maison, a pris feu, le toit a pris feu, et donc il s'avère que la reconstruction et la possibilité pour eux de rentrer dans leur maison ne se fera récemment que fin juin. Or, nous les avons hébergés en urgence. Nous leur avions donné 2 ou 3 mois, je ne sais plus, 2 ou 3 mois. 2 mois. Nous leur avions donné donc 2 mois. Et là, on va porter jusqu'à fin juin, mais il est évident que autant on les logeait gratuitement pour la première occupation, autant là, jusqu'à fin juin, il semblerait difficile de les loger gratuitement. Donc ils ont une contribution mensuelle qui est de 750 €. Ils doivent supporter les charges locatives, notamment les taxes d'habitation et énormément d'ordures ménagères. La fourniture d'électricité et de l'eau sera à la charge du preneur. Cette occupation précaire et révocable prendra effet à compter du 1er novembre, se terminera le 30 juin. Et il est précisé aussi que ce contrat ne sera pas reconduit tacitement. Ensuite, on a, si vous avez des questions là-dessus, vous les posez au fur et à mesure. Ensuite, on a la décision numéro 22. Il s'agit de désigner une personnalité compétente pour la CAO relative à l'émission et à la livraison d'un titre restaurant. Et j'ai désigné comme personnalité compétente et membre consultatif Madame Florence Coapé, directrice générale des services. De même, la numéro 23 du même jour, et correspondant à la même commission d'appel d'offres, j'ai aussi désigné Madame Aude Pertuisel, qui est une assistante du service des ressources humaines. Et du même jour, enfin, pour désigner encore une personnalité compétente pour cette commission d'appel d'offres relative à l'émission et à la livraison du titre restaurant, j'ai désigné M. Mathieu Gorbani, qui est le chef du service des ressources humaines. Voilà pour les décisions. Il n'y a pas d'autre à vous annoncer. Alors, ensuite, si vous le voulez bien, on va commencer par la première délibération. Il s'agit de créer 3 postes permanents au registre des effectifs. C'est dommage que M. Guisson ne soit pas là. Ne vous inquiétez pas, je porte sa voix. Pardon ? Je vous ai dit, ne vous inquiétez pas, je porte sa voix. Non, mais je Vous savez déjà la réponse qu'il vous aurait faite. Je ne m'inquiète absolument pas. Bon, alors, J'ai 50 fois les mêmes. Voilà. Alors, donc, 3 postes permanents. Il s'agit donc, pour un, aux techniques de nommer Madame Blanc, qui arrive en fin de contrat, de la nommer de la stagiairisée. Donc, c'est un poste d'agent administratif.
Un poste de technicien qui est destiné à la mutation de technicien de la métropole qui arrivera le 12 décembre. Donc je vous propose de créer à partir du 1er novembre. Et ensuite, un autre poste d'agent administratif au service urbanisme, puisqu'il y a une vacance de poste et qu'on a une procédure d'embauche qui est faite pour ce poste-là. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Pas de questions. Je mets au voie cette délibération. Voix contre. Il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons la création de 2 postes non permanents pour faire face à des accroissements temporaires d'activité. Alors, il s'agit d'un poste non permanent à temps complet au grade d'adjoint technique territorial pour une période de 12 mois. Et ensuite, ça c'est pour le service technique. Et ensuite, pour le service scolaire, un poste non permanent d'agent technique polyvalent à temps complet au grade d'adjoint technique territorial. En fait, c'est pour remplacer quelqu'un qui a pris une disponibilité. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions. Je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? 2 abstentions. Non, 2 voix contre. Ah, 2 voix contre. Pardon. Donc 2 voix contre, pas d'abstention, donc majorité. Ensuite, nous avons une autorisation d'engagement, modalité de recrutement et de rémunération d'un vacataire pour les marchés forains. En fait, il s'agit, nous en avons un qui est donc membre de notre personnel, c'est le mandataire placier, mais par contre, il lui arrive d'être absent, tout simplement parce qu'il peut être soit en congé maladie, soit en congé tout court, etc., etc. Donc, il vous est proposé de recruter un vacataire. C'est au taux de 58 € brut par vacation, voilà, donc simplement, pour remplacer le mandataire placier. Oui, madame Winkels. Alors, la première, justement, je voulais savoir qui était ce... Attendez, parce que vous ne m'avez pas demandé la parole, donc je ne peux plus vous la donner. J'ai essayé, mais ça ne marchait pas. Adrien, Oui, j'arrive. vous voyez qu'il marche tous. C'est bon, c'est qu'il marche, puisqu'il a servi. Ah, ça y est. Ah non, c'est l'autre. Ah oui, il a dû appuyer dessus. Et... Il marche. Ah oui. Ah, très bien. Oui, justement, je voulais savoir le nom de l'actuel mandataire placier et savoir si justement c'était un fonctionnaire de la ville. Bon, là, vous venez de dire que c'est un membre du personnel. C'est-à-dire c'est un fonctionnaire de la ville. Alors, il est aujourd'hui, il est pauvre. Oui. Pardon. Oui, je sais que c'est le métier, mais oui, c'est ça, il est stagiairisé. Donc il n'est pas titulaire, mais il est stagiairisé. Il est membre du personnel de la ville. D'accord, d'accord. Le taux de 58 brut, ça donne quoi en net? Pour une vacation. La vacation, c'est de combien d'heures? La vacation, c'est une demi-journée. Hein. Les vacataires qu'on prend, c'est une demi-journée. Une journée, c'est plus 58, c'est pas bien la journée. Alors, on me dit que c'est 20% en moins pour passer en net. Voilà. D'accord. Et la vacation, c'est 5 heures, c'est 4 heures, c'est 6 heures? C'est une demi-journée. C'est une demi-journée. La demi-journée, bien sûr. Vous commencez à quelle heure, ce monsieur? Il commence à dès l'installation. Ah, mon Dieu.
Il commence dès l'installation des exposants, c'est-à-dire à 7h, 7h30. 7h, 7h30 du matin. D'accord. Et termine À 13h. D'accord. Oui, mais au milieu, il n'est pas nécessairement là. C'est qu'il peut être en Non, non, place, c'est-à-dire et que après, je voyais ce taux de rémunération particulièrement bas, quoi. 58 brut, bon, je me disais, c'est pas grand-chose pour 5-6 heures de 5 heures de vacation. Non, mais là, c'est un remplaçant. Hein, donc voilà. C'est la question de remplaçant par Parce remplaçant. que c'est lui, M. Leonetti, est payé autrement. Je suis d'accord, mais le remplaçant, c'est peut-être un père de famille aussi. Donc pourquoi une vacation aussi peu payée, 5 heures de travail, 40 Parce que euros? c'est une délibération du conseil municipal, je ne sais pas si vous l'avez voté, je crois même que c'était avant que cette nature, qui a défini la vacation, c'est 58 € pour une demi-journée, voilà, fermée. Ce n'est pas que son activité principale. Donc il a d'autres activités. Plus de questions, donc je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Abstention? Non plus, donc unanimité. Je vous remercie. Ensuite, on a mis à disposition de véhicules de fonction Monsieur le maire et Madame la DGS, ce qu'on prend tous les ans, si ce n'est que pour le maire, le véhicule a changé, puisqu'on a changé de véhicule, incluant cette RHS. Voilà. Donc, une Renault Zoé et pour le DGS, une C0. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions, donc je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Il y en a au moins une, la mienne. Ça me paraît évident. Et donc, unanimité, je vous remercie. Ensuite, on a avec tout simplement Madame Armandon qui va nous parler de la convention de partenariat pour l'organisation du festival Jazz sous les étoiles, évidemment l'autorisation de signature pour le maire ou son représentant. Oui, il s'agit donc d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions de partenariat avec l'association qui a déjà organisé ces manifestations cet été, l'association JH Fonsolière Événements, qui va organiser 2 manifestations musicales en mois de juillet. En 2020, ça sera pour la chanson sous les étoiles le 3 et 4 juillet, et pour le jazz le 10 juillet. Si vous voulez, on peut peut-être prendre les 2 délibérations en même temps, puisqu'elles ont le même sujet. Pour la chanson Sous les étoiles, la ville prendra en charge la mise à disposition du château, la conception et l'impression des tracts et des affiches. Il y aura un soutien technique avec mise en place du matériel, chaises, tables, barrières praticables pour la scène, et la communication sur l'événement. L'association organise, elle, la manifestation, l'accueil des artistes, du public, s'occupe de la sécurité et de la propreté des lieux. Ça, c'est pour la chanson Sous les étoiles. Pour Jazz sous les étoiles, qui se déroulera le 10 juillet, la ville prend en charge les frais de location du site des Jardins d'Albertas, une partie des frais de traiteur, la conception et l'impression des tracts et affiches, la sonorisation et l'éclairage, soutien technique pour le matériel, chaises, tables et estrade, le soutien à la communication. L'association s'occupe, elle, du déroulement de la manifestation, de l'accueil des artistes, du public, le respect de la sécurité et de la propreté. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être couper votre micro, parce que vous ne l'avez pas coupé. Voilà. Alors maintenant, si vous me demandez, maintenant vous appuyez. Voilà. Et je vous donne la parole. Merci, Monsieur le maire. Voilà, donc au-delà puisque là on est en train de parler de renouveler une convention, donc au-delà du bilan qui porte sur le qualitatif de cette manifestation, le succès, puisqu'on sait qu'il y a eu un succès, est-ce que vous pouvez nous renseigner sur les dépenses en termes de budget, sur les dépenses qui ont été occasionnées par la dernière manifestation, et aussi sur les recettes. Merci. Sur les recettes qui ont été collectées pour cette manifestation, aussi bien les subventions de la ville de Marseille que de la ville de Bouc que des autres bailleurs de fonds, subventions directes et indirectes pour la ville. Pour le jazz.
La subvention il y a eu une subvention du Conseil du territoire d'Aix par la métropole de 2 000 euros. Et ça, c'est le prévisionnel. Voilà. De 2 000 euros. Le département, 1 000 euros. La commune, 3 500 euros. Ça, c'est les subventions. Ensuite, vous vouliez savoir la recette. Au-delà de la subvention de la ville, est-ce que vous avez pu quantifier l'apport en subvention indirecte, puisque la ville est très impliquée par rapport à tout ce qui est technique, prise en charge? Alors, j'ai pas apporté le dossier de l'année dernière, parce que je présentais celui de cette année, mais je pense que ça doit tourner autour de 4 000 euros. C'est plus des questions de commission, ça, que le conseil municipal. Donc, voilà. En tout cas, sachez qu'on est tout à fait transparent. Elle vous a donné les réponses aux questions que vous posez. Elle vous a donné les réponses. Par contre, je crois que ces 2 spectacles sont 2 soirées extraordinaires. Je demande aux Boutiens d'y venir. Alors, c'est sûr qu'au château, Chansons sous les étoiles, c'est extrêmement difficile compte tenu du fait que le château, c'est un peu restreint. Mais, oui, je sais, mais même, tu ne peux pas mettre 3000 personnes. Quoi. Non, on peut monter à 300. 300, c'est vraiment un maximum. Quoi. Voilà. Par contre, le jazz sous les étoiles, c'est dans les jardins d'Albertas, il y a beaucoup plus de place. Et moi, je veux vous dire que l'an dernier, cette année, nous avions pour la première fois ces manifestations. J'ai pas entendu de commentaires négatifs, bien au contraire. Ah non, mais bien au contraire. Ce n'est pas sur ça que pour ma question. Justement, je sais que ça a eu du succès, mais comme on est en train de renouveler une convention, c'est bien qu'on sache justement quelles sont les dépenses Madame Armand et les recettes. vous a expliqué quel était l'engagement de la commune. Donc voilà, et puis après c'est bon. J'ai une dernière question. Vous avez une autre question? Oui. J'ai une dernière question là qui s'adresse plus à Monsieur le maire. Je regardais. Alors attends, il y a 2 autres questions d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu l'article 4 de la Convention? Là, c'est pas tellement pour Monsieur le maire, c'est pour ceux qui ont fait la Convention. Ah oui, parce qu'il n'y a pas l'article 4. Ça fait des ordres, comme dit M. Plisson. Donc l'article 4 porte sur quoi? Il a sauté. Mais il a sauté parce que il n'y en a pas d'article 4 en fait. 1-0. Et dernière question là pour Monsieur le maire. C'est vrai que c'est la 2e fois que je le vois dans les conventions, mais bon là j'avais pas encore réagi. Les associations, il est rappelé donc dans la convention que les associations doivent être en cohérence avec les orientations de la politique culturelle municipale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Monsieur le maire, brièvement les orientations de la politique culturelle municipale, s'il vous plaît? Ah, mais je vais simplement passer la parole à mon adjoint délégué de culture qui a brillamment fait cette convention et qui va vous répondre, Madame Winkels. Alors, les orientations de la politique culturelle municipale, c'était de donner le goût de la culture au bouquin. Donc pour ça, en présentant des spectacles de qualité avec des spectacles variés, de façon à ce que chacun y trouve son compte. Alors chaque année, à la saison culturelle des Terres Blanches, vous pourrez avoir au moins une pièce classique, parfois revisitée, un spectacle de danse, de l'humour, des spectacles pour les enfants. La politique culturelle s'oriente aussi beaucoup vers les enfants, donc avec une médiation sur les expositions au château et sur des spectacles non seulement pour le moment de Noël,
mais aussi dans l'année, pour qu'ils apprennent à voir du spectacle vivant. On a une politique tarifaire qui n'a pas bougé depuis très longtemps, de façon à ce que ça soit à portée de tout le monde, puisque le tarif normal c'est 12 €, le réduit c'est 8, donc c'est le prix du cinéma pour avoir un spectacle vivant sous les yeux. Voilà, il y a de la musique aussi, il y a des spectacles gratuits l'été dans les jardins d'Albertas. L'idée c'est de donner le goût de la culture et que ça soit ouvert à plus de monde possible. Voilà, madame, elle vous a défini la politique culturelle de la ville de Bel-Air beaucoup mieux que je ne l'aurais fait, et il faut l'en remercier. Je vous serai reconnaissant de vous couper votre... Voilà, parce qu'après, si vous ne le coupez pas, et que c'est moi qui vous coupe la parole, après ça va être un bim. Voilà, donc sur ces deux conventions de partenariat, avec le festival Jazz sous les étoiles, et chansons sous les étoiles, donc je mets aux voix d'abord le jazz sous les étoiles. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Dans les deux mêmes pour chansons sous les étoiles, même vote. Ok, merci. Ensuite, nous allons donner la parole à Mathieu Pietri pour qu'il nous parle d'une demande de subvention auprès du conseil départemental au titre d'un soutien au mode de garde collectif des enfants de 0 à 3 ans pour l'année 2020. Oui, merci Monsieur le maire. Donc effectivement, c'est une demande de subvention classique qui profite donc aux crèches de la commune. C'est un montant forfaitaire de 220 € qui est demandé au conseil départemental par berceau. Aujourd'hui, on a 3 crèches. La crèche Arbre de Vie qui a 43 places, donc une demande de subvention demandée à hauteur de 9 460 €. 35 places pour la crèche de Boucanous, 7 700 € demandés. 20 places pour la crèche de Frimousse, 4 400 €. Donc il vous est proposé de demander cette demande de subvention. Merci Mathieu. Il y a des questions de la parole? Alors vous l'avez. Oui, donc les places demandées actuellement pour les 3 crèches, ce sont les places maximales que les crèches peuvent proposer. Tout à fait. Chaque crèche a une habilitation en fonction de critères de place, d'encadrement, etc., etc. Donc c'est le nombre de berceaux. Ce qui ne veut pas dire qu'il... Oui. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il y a 43 enfants, par exemple, à l'Arbre de Vie, puisqu'en fait, il y a des temps partiels qui fait qu'il y a plus d'enfants accueillis que ce qu'il y a de berceaux disponibles. Est-ce que je suis clair dans mes propos? Oui, donc là, aucunement... Oui, allez-y. Par contre, il y a 43 places maximum à un instant T. 43 berceaux maximum, 43 enfants maximum. D'accord. Puisqu'il y a actuellement de nouvelles constructions en cours, donc on sait de nouvelles familles très certainement sur Boucle, on n'anticipe jamais sur justement une augmentation d'une population à venir? Oui, oui. Il y a effectivement des enjeux à ce niveau. Ce n'est pas le seul mode de garde qui est proposé aux familles, hein. Il y a aussi des MAM, des maisons d'assistantes maternelles qui se développent sur la commune. Il y a des assistantes maternelles. Mais effectivement, ça fait partie des infrastructures qu'il y a lieu d'entretenir, de faire évoluer en fonction de la taille de la commune. Aujourd'hui, ce qu'on peut quand même remarquer, c'est que, curieusement, puisqu'à contrario de scolaire, on a moins de listes d'attente. Alors, je n'ai pas fait d'études là-dessus, je ne peux pas vous l'expliquer, néanmoins, il y a moins de listes d'attente. Mais c'est des questions qui, effectivement, en tant qu'infrastructure communale, seront posées. Voilà, merci Mathieu. Simplement, Madame Berlinkel, vous faire remarquer une chose, c'est qu'on ne vous a pas attendu, peut-être pour prévoir l'évolution aussi bien des scolaires que des enfants en crèche, soyons clairs. Donc depuis des années, on sait ce qu'il en est. On sait ce qu'il en est et on fait ce qu'il faut. De toute manière, les places en crèche, il n'y en aura jamais assez, il y aura toujours quelqu'un qui vous dira « Ah mais moi, vous comprenez,
le jeudi entre 15h30 et 16h30, je veux pouvoir mettre mon enfant à la crèche. À un moment donné, ça, on est dans la dentelle et on ne peut pas aller jusqu'à ce niveau-là. Voilà. Donc sur cette demande de subvention, est-ce qu'il y a des voix contre? Pas de voix contre? Pas d'abstention non plus? Unanimité? Je vous remercie. Eh bien, nous allons passer la parole à Corinne Lemeux qui va nous parler du bilan de la politique sportive municipale 2018-2019. Merci, monsieur le maire. Donc, la ville de Bouc-Bélair continue d'affirmer sa volonté d'accompagner et d'aider le mouvement associatif sportif dans ses projets et sa structuration. On m'entend? Alors, les excellents résultats sportifs de la saison 2018-2019, le nombre d'adhérents et les projets structurants de la commune ne font que renforcer ce souhait d'accompagnement et de partenariat avec le mouvement sportif. Cette saison, on a plus de 3600 adhérents qui ont été comptabilisés au sein des différentes associations. Alors, je vais présenter ce bilan en plusieurs étapes. Donc, tout d'abord, ça sera le budget du service sport et vie associative ainsi que les subventions. Ensuite, nous passerons au nombre d'adhérents, puis aux résultats sportifs, aux infrastructures, aux manifestations et aux actions. Alors, pour commencer, donc, au niveau du budget sport et vie associative et des subventions, actuellement, le budget sport et vie associative s'élève à 253 000 euros, pour lesquels il y a 184 000 euros de subventions, 48 000 euros de fonctionnement et 21 000 euros d'investissement. Pour faire un focus sur les sports plus précisément, donc les subventions accordées aux associations sportives sont de 99 350 euros de subventions directes et nous avons 238 039 euros de subventions indirectes. Ces subventions indirectes, bien entendu, c'est tout ce qui peut être flux, c'est tout ce qui est gardiennage, petit investissement, etc. qu'on va retrouver tout au long de l'année concernant les associations. Les associations sportives sont au nombre de 26. Donc on va retrouver environ, on va dire plus de 3600, voire 3700 adhérents donc, dans ces associations. Est-ce que vous voulez que je vous les détaille ou pas? Voilà. Donc on a un peu toutes sortes de sports. Hein. On a une offre qui est très large en matière sportive et on a des associations qui sont bien sûr très dynamiques. Concernant les résultats et les faits marquants des associations, donc on va commencer par l'UPAB, qui est l'Union du Pays d'Aix Bouc Handball. Donc ils ont tout d'abord le renouvellement du label or de la Fédération française de handball pour l'école de hand. Donc on peut les féliciter. Donc ensuite ils ont plusieurs équipes, bien sûr, ils sont plus orientés sur le sport féminin. Et nous avons donc en tête de gondole, on va dire, l'équipe phare qui est la N1 féminine, donc qui est à ce niveau-là depuis plusieurs années et qui ambitionne d'aller caresser la D2. Voilà, donc ils travaillent sur cette ambition-là. Après nous avons donc le foot, l'AS Bouc-Bélair. Donc l'AS Bouc-Bélair a réussi, on va dire, un beau challenge cette année puisqu'ils sont montés en Régional 2, c'est l'ancienne DHR. C'est la première fois que le club atteint un tel niveau. Donc on ne peut que s'en féliciter. Et ce qui est à remarquer aussi côté ASBA, c'est qu'ils ont quand même 2 équipes féminines qui sont engagées, qui ont des résultats qui sont très corrects. Le tennis. Donc le tennis, actuellement, donc ils ont fait participer 7 équipes adultes en championnat senior plus, 6 équipes adultes également en championnat senior et 19 équipes en championnat jeune. Ils ont des résultats également qui sont très corrects. Le volley. Alors le volley, eux, donc ont eu l'obtention du label Club Formateur 2019. Le volley évolue en région. Le Nautil Club Bouquin, alors le Nautil Club, il y a la natation course et la natation artistique. Côté natation course, donc on a
classement, on est classé 467e sur 1000 clubs et on est 36e au niveau régional. Sur la natation artistique, donc il y a de très beaux résultats. On a fait beaucoup de championnats de France, notamment sur les équipes libres, on arrive 3e, les duos libres, on arrive également 3e, les combos, on est 7e au championnat de France élite, l'équipe junior 9e sur 16 au championnat de France, équipe de jeunes 13e sur 16, les jeunes challenge 9e sur 16, l'avenir challenge médaille d'argent au N3, l'avenir championnat 4e sur 15 au N3 et l'avenir challenge médaille d'or au N3. Ensuite, on passe au badminton, le Bouquin Badminton Club. Donc, ils sont arrivés cette année 3e en D2 et ont pu grimper à la D1. Et ensuite, après la D1, ça sera le niveau régional. Et donc sur la poule en D5 sont arrivés 5e et ensuite il y a une équipe Promobad. Alors l'équipe Promobad, ce sont toutes les personnes qui ont encore envie de faire de la compétition et qui jouent plutôt dans des, on va dire, d'une façon plus décontractée. Et donc l'équipe Promobad est arrivée 4e de poule. Le tennis de table, lui, participe donc au championnat de la régionale 3. Ils se sont également donc alliés avec Cabriès parce qu'à ce niveau-là, on peut faire une entente. L'Action Boxe française, ils ont obtenu le 1er janvier 2019 la médaille de bronze pour le label Savate pour tous. Le Centre équestre Sauve-Cannes, donc ils ont eu des qualifications pour les championnats de France d'équitation qui se sont déroulés en 2019 à la Motte-Beuvron. Bouc-Bel-Air gymnastique, qualification de 2 équipes de Bouc-Bel-Air, donc pour les finales nationales filière jeunes. Et donc les équipes sont arrivées premières à chaque fois. Voilà pour les résultats sportifs. Les infrastructures. Alors, on a actuellement donc 4 grosses structures sportives qui sont donc le complexe Guide-Rue, le complexe des Terres Blanches, donc la salle des fêtes, la salle Perfuguette, le stade Montori et le tennis municipal. Et ensuite, on a 15 salles associatives. Alors, ces 15 salles associatives peuvent autant accueillir de la culture que du sport. Donc, pour vous les citer, c'est la salle Antonin Gabelier, donc l'ex-cour du Ferrage, le foyer de la salle, le foyer du Bel Âge, les salles du Moussou, salle Perfuguette, les salles Cézanne 1 et 2, la salle Marcel Pagnol, la salle de la Graciane, on a Frédéric Mistral, donc la salle des fêtes des Terres Blanches, la salle des Bergers, la salle Marc de Bar, la salle Camille Claudel, l'espace des Arts à la Bastille de la Salle et la salle des Marronniers. Concernant la réhabilitation et les projets de construction, donc actuellement on a en projet le stade du Moussou, donc le stade du Moussou qui a été mis à disposition de la Boule de l'Espérance pendant la rénovation de l'hôtel de ville, donc pour leur permettre de continuer à faire des compétitions de jouer. Donc la réhabilitation du Moussou, donc c'est vrai que c'est un équipement qui est au sein d'un espace boisé protégé. La municipalité va proposer un terrain multi-activité avec un city-stade, un terrain de beach volley, un parcours de santé, un espace polyvalent permettant notamment la pratique de la pétanque, du foot ainsi que l'accueil de manifestations municipales. Et donc dans les projets, nous avons également le 3e gymnase qui devrait voir le jour en 2021-2022, sachant que le jury donc, doit se réunir le 4 décembre. Concernant les manifestations et les actions du service sport et vie associative. Dans les actions, donc, il y a la gestion et la maintenance des complexes sportifs et des espaces associatifs. L'attribution des créneaux pour les activités associatives régulières ainsi que les rencontres de championnat. Le suivi administratif des associations, le soutien aux associations sportives pour se structurer, l'aide à la formation des dirigeants associatifs et améliorer l'information et la communication du mouvement associatif.
Et ensuite, donc la dernière mission, c'est coordonner, organiser des événements, soit en qualité d'organisateur, soit en soutien de l'organisateur associatif. Alors, dans ces événements, il y en a 8. Il y a le trail nocturne dont on a parlé tout à l'heure, qui aura lieu cette année le 30 novembre. Alors, le trail, c'est quoi? Donc, c'est une course pédestre nocturne organisée par le Bouc-Bel-Air Trail Club avec le soutien de la ville. Le départ du parcours s'effectue aux Terres Blanches, s'étend sur 15 km à travers la carrière du Moulin et les sous-bois. Donc, c'est un événement solidaire, car une partie des bénéfices de la course est reversée à la FM Téléthon. En 2018, à titre d'information, il y a eu 509 coureurs, 88 marcheurs et 2880 € ont été reversés au Téléthon. Ensuite, nous avons le Salon du Bien-être qui est organisé par le Rotary Club de Gardanne en partenariat également avec le Rotaract et avec le soutien de la ville. Les Terres Blanches ont accueilli en mai 2019 la 3e édition du salon. Il y a plus de 40 exposants en diététique, huiles essentielles, cosmétiques bio ou encore Feng Shui. Tout au long du week-end, des conférences et des ateliers sont proposés. L'intégralité des fonds est reversée donc à plusieurs associations caritatives, dont Étincelle 2000, que nous connaissons tous. Voilà, et d'autres, dont je n'ai pas fait le détail. Dans le même ordre d'idées, nous avons également le Salon de l'Orchidée. Donc là, c'est le Rotary Club qui organise ce Salon de l'Orchidée pendant 3 jours au complexe des Terres Blanches, toujours avec le soutien de la ville. Cette manifestation rassemble environ 5000 visiteurs venus découvrir 1400 mètres carrés de stands d'animation, de vente et aussi de conférences dédiées à cette plante mythique. Les bénéfices de cette manifestation sont reversés à des associations caritatives de proximité qui sont la Maison de Gardanne ou encore le Centre Ressources qu'on retrouve donc au pôle d'activité d'Aix-en-Provence ainsi qu'au CCAS. Pour passer à un autre événement très différent, c'est la course de côte. Donc elle est organisée par l'ASA, l'Association sportive automobile d'Aix, avec le soutien de la ville. Elle compte notamment pour la Coupe de France de la montagne et pour le championnat de la montagne du comité régional provençal Côte d'Azur. Donc les amateurs de bolide étaient au rendez-vous pour cette 27e édition. C'est toujours bien sûr le week-end de Pâques, enfin même le lundi de Pâques. Donc pour cette course de voiture qui se déroule sur 800 mètres, donc avec une pente à environ 9%. Vérification technique administrative au parc de départ le dimanche, montée chronométrée le lundi. Les participants font 3 essais le matin et 4 montées en course l'après-midi, 3 ou 4. Nous passons ensuite aux boucles Bel-Air. Donc les boucles Bel-Air, c'est co-organisé par le service des sports et donc service des sports et vie associative bien sûr, avec l'association Courir à Boucle Bel-Air et de nombreux bénévoles. Donc les boucles constituent chaque année un événement sportif ouvert à tous. Et quand je dis ouvert à tous, ce sont les enfants, ce sont les adultes et ce sont toutes les personnes en situation de handicap. Donc 4 épreuves sont proposées en fonction de l'âge et de l'entraînement physique. Donc on a la boucle de 12,3 km, la boucle de 6, donc pour les jeunes, on va dire les jeunes et les moins jeunes à partir de 16 ans, et les bouclettes, donc elles qui sont sur 1 ou 2 km pour les 8 à 15 ans. Alors c'est un événement qui dure dans le temps parce que c'est la 35e édition qui a eu lieu le dimanche 5 mai. Elle a donc rassemblé plus de 350 sportifs, malgré des conditions météorologiques qui étaient très compliquées. Il y avait énormément de vent ce jour-là. Donc le 6e événement, c'est Pays d'Aix Autoclassique, le PAC. Donc cet événement qui est organisé par Pays d'Aix Autoclassique avec le soutien de la ville. Donc c'est le rendez-vous de tous les amateurs de beaux véhicules. La 5e édition a eu lieu les 15 et 16 juin au Jardin d'Albertas. Durant 2 jours, les visiteurs sont plongés dans une ambiance rétro autour des voitures de collection. Donc il y a des exposants, des concerts, des ateliers d'artistes, des bourses de pièces détachées et des expositions de véhicules anciens. Il y a également donc, un événement qui s'appelle, c'est la course qui s'appelle Un souvenir pour la vie. C'est un événement qui est organisé par le Rotary Club de Gardanne avec le soutien de la ville.
Donc le Rotary propose un départ donc du super debout, des baptêmes en voiture de course au profit d'œuvres caritatives et notamment pour le soutien d'associations locales pour les personnes porteuses de handicap. Donc le tarif est de 10 € par adulte et la gratuité bien sûr pour toutes les personnes porteuses d'un handicap et 5 € par enfant. Et donc le dernier événement proposé par le service, c'est la surveillance en forêt. Alors la surveillance en forêt, c'est l'éducation à la citoyenneté et au développement durable qui fait partie intégrante des valeurs de la collectivité. Le service sport et vie associative organise et encadre la surveillance en forêt en partenariat avec le CCFF et la Société de chasse Saint-Hubert. Une trentaine de jeunes participent, donc ils ont entre 14 et 17 ans, sur 3 sessions qui sont organisées chaque année. La forêt représente plus d'un tiers du territoire communal. Sa sauvegarde est donc essentielle pour l'équilibre aussi bien de la nature que de l'homme. C'est pourquoi de gros moyens ont été mis en place par la ville, donc avec une équipe forêt au sein des services techniques, avec le comité communal des feux et forêts constitué par une équipe de 36 bénévoles, et grâce à des moyens ponctuels comme la surveillance en forêt assurée par des jeunes bénévoles en VTT durant les mois de juillet et août, ou encore grâce à l'association de chasse Saint-Hubert qui effectue tout au long de l'année des travaux d'entretien. Donc merci à chacun d'eux. Donc grâce aux différents dispositifs mis en place par la commune, un seul départ de feu a été enregistré durant l'été 2009, donc ça commence à dater, et qui avait été signalé lors d'une ronde de l'après-midi. Afin donc de récompenser les actions de ces jeunes, la ville de Boulle-Bel-Air organise un séjour donc de récompense qui dure 4 jours et qui a été organisé fin août. Voilà, et je crois que j'en ai fini. Voilà. Merci Corinne. Est-ce que vous avez des questions à poser à Madame Lemeur? Oui, demandez-moi la parole. Je l'avais demandé. Mais voilà, maintenant vous l'avez. Oui, merci. En tout cas, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses à Boulle-Bel-Air et c'est très plaisant. Félicitations à aussi bien pour la culture que pour le sport. C'est vrai qu'ici, on est quand même bien achalandé, c'est bien. J'ai juste une question sur l'annexe 1. Le tennis club, les terrains du tennis club, est-ce qu'ils sont privés, ces terrains? Non. Non. Alors, il n'y a pas, vous n'avez pas mis la subvention indirecte? Ah, il n'y est pas? Non. Ah. Alors, pourquoi? Parce qu'effectivement, alors c'est vrai que côté électricité, le tennis a on donne au tennis la somme de 3 700 € à charge par eux de gérer l'électricité. C'est-à-dire que c'est pas payé par la ville, ça sera payé directement par le tennis qui reçoit ses factures d'électricité. Donc, à charge par eux, évidemment, de faire attention, parce que si jamais il y a un dépassement, ils en sont responsables. Donc, en fait, c'est pas un partenariat avec EDF non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Mais en dehors de l'électricité, le terrain lui-même, l'occupation du terrain n'est pas valorisée en termes de subvention indirecte. C'est-à-dire non, vous avez raison, c'est vrai. On a pu le mettre comme étant une valorisation, puisque oui, ça appartient à la commune. Et ce sont des tennis municipaux, d'ailleurs, on est toujours des tennis municipaux, mais c'est eux qui le gèrent. Voilà ce qu'a voulu vous dire Madame Lemeur. C'est eux qui le gèrent en ce sens qu'ils se payent l'électricité. Ça, c'est très bien. Ok. Et deuxième question, à quel titre ASA-Ex est subventionné par la ville? ASA-Ex. L'association sportive automobile d'Aix-en-Provence est subventionnée pour la course de côte. D'accord. Plus de questions? Ok, merci pour ce bilan qui était plus que sportif d'ailleurs et qui était très très... Tu veux la parole? Non, voilà. Ok, merci Madame Lemeur. Eh bien, nous allons passer à des délibérations dites financières. Monsieur l'adjoint délégué aux finances, vous avez la parole pour la DM numéro 2 pour l'exercice 2019. Ah, ça y est, ça marche. Voilà, c'est bon. Donc, merci, monsieur le maire. C'est bon.
Donc on va commencer par une vue d'ensemble de cette DM numéro 2 et après je passerai donc à la présentation détaillée. Nous avons eu donc en recette de fonctionnement 194 576 €. En dépenses de fonctionnement, en dépenses réelles, nous avons 139 694 € Et pour équilibrer notre DM, nous ferons un virement vers la section d'investissement de 54 882 €, ce qui fait que notre total de dépenses de fonctionnement et de recettes d'investissement s'équilibre avec un montant de 194 576 000 €. Au niveau investissement, nous avons donc en recette, nous avons 61 974,61 €. En dépenses, nous avons donc, en dépenses d'équipement pour 2019, 116 856,61 €. Et donc, oui, et nous faisons donc un total de dépenses de 116 856,61 €. Et pour les recettes, le même montant, grâce à un virement de section de fonctionnement de 54 882 €. Donc, si vous voulez, maintenant nous allons passer un peu au détail. Donc, nous avons, au niveau des recettes de fonctionnement. On l'a vu. On a déjà tout vu. On l'a vu en commission. En commission. Quel a été l'avis de la commission? La commission donc a été favorable. Il n'y a pas de favorable à l'unanimité. Voilà, une opposition a été représentée à ce moment-là. Est-ce que vous avez des questions sur cette DM numéro 2? Il n'y a pas de questions. Donc je me vois cette DM numéro 2. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Deux abstentions. Donc 2 abstentions, donc unanimité des votants. Je vous remercie. Ensuite, nous avons l'autorisation de programme et crédit de paiement, dit APCP. Rapporteur, Sylvie Alexander. N'oubliez pas qu'en sortant, n'oubliez pas de signer les documents avant la fin du conseil, comme chaque fois que nous avons une décision modificative. Alors, je vous rappelle que l'autorisation de la PCP, c'est une autorisation de programme et de crédit paiement qui permet de planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier et elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d'améliorer la visibilité financière des engagements financiers de la collectivité. Alors nous avons, en l'occurrence, nous en avons donc une AP initiale pour 730 000 €, concernant la voirie pour 2019-2020. Le crédit paiement pour 2019 est de 260 000 € et le crédit paiement pour 2020 est de 470 000 €. Au niveau de la deuxième, au niveau de la deuxième, le deuxième montant est de 165 000 pour l'installation chauffage, pour 55 100 pour 2019 et 110 000 pour 2020. Au niveau des recettes, nous avons pour 2019-2020 en subvention pour la voirie 294 380, 435 620 pour l'autofinancement. Pour l'installation du chauffage, 41 792,50 €. Et en autofinancement, 96 792,50 €. Est-ce qu'il y a des questions pour cette APCP? Pas de questions. Je ferai juste un commentaire. Quand vous avez vu 165 000 € de chauffage, il s'agit du bâtiment de Virginie de Dieu qui a été ouvert il y a 4 ans. La fameuse école qui a toujours mis les cheveux droits sur la tête avec ce marché qui a été engagé par l'équipe précédente. Donc je mets au voie l'autorisation de programme et crédit de paiement. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Abstention? Donc 2 abstentions, donc l'unanimité des votants. Je vous remercie. Ensuite, nous avons une mission en non-valeur de titre de l'exercice 2018, toujours rapporteur Teddy Alexander. Oui, merci Monsieur le maire. Bon, c'est toujours comme chaque année, c'est des petits montants que nous n'arrivons pas à récupérer. Ce sont toujours les mêmes causes, c'est-à-dire ce sont des fourrières qui ne sont pas payées. Celle-là, c'est pour 602,54 € et des bus scolaires pour, en tout et pour tout, 32,40 € et 3,30 €. En fait, ça correspond en totalité, avec la combinaison des actes, à 881
881,14 € pour cette admission. Avez-vous des questions? Oui, juste une remarque, encore une fois, tu dis n'arrivons pas à récupérer, c'est le trésorier qui n'arrive pas à récupérer. Bah ouais, mais le trésorier ne cherche même pas à récupérer 3 €, ni 30 €, peu importe. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions, je mets aux voix cette admission en non-valeur au titre de l'article de l'exercice 2018, Voix contre, il n'y en a pas, abstention, 2 abstentions, donc unanimité des votants. Merci. Ensuite, nous avons cession d'une partie de parcelle communale cadastrée, BA numéro 86, à l'organisme foncier solidaire, tous propriétaires, rapporteur, Teddy Alexandre. Oui, peut-être dire 2 mots, si vous voulez, sur les organismes fonciers solidaires qui ont été créés donc en 2014 dans le cadre de la loi Allure. Ces organismes sont sans but lucratif. Ils sont agréés par les représentants de l'État, en l'occurrence le préfet, et ont pour mission d'acheter et de gérer des terrains, bâtis ou non, pour y réaliser ou réhabiliter des logements accessibles à des prix abordables. Ce dispositif va permettre aux ménages modestes d'accéder à la propriété en dépensant moins grâce à une dissociation du foncier et du bâti. En retirant la valeur du terrain du coût du logement, le ménage achète sa résidence principale en acquérant les droits réels sur les murs uniquement. L'acheteur s'engage à respecter une formule de vente fixée dès le départ, permettant de limiter la plus-value lors d'une revente éventuelle. Les OFS ont une mission d'intérêt général et conservent définitivement dans leur patrimoine le foncier acquis. Pour rappel, le système existe depuis longtemps dans les pays anglo-saxons. Alors nous allons passer donc à cette délibération. La commune souhaite céder à l'euro symbolique, donc à l'OFS, tous propriétaires, une partie d'une parcelle appartenant à son domaine privé et cadastrée section BA numéro 86 de 5008 m², en vue de la réalisation d'une opération de logements sociaux. Cette parcelle, d'une superficie d'environ 675 m², se situe en zone UB au plan local d'urbanisme et se trouve boulevard Jules Ferry, au sud de l'usine de potabilisation de la commune de Bouc-Bélair. Une demande d'avis a été opérée auprès des domaines et le montant de cette évaluation sera déduit de notre pénalité SRU qui, je vous rappelle, était de l'ordre de 210 000 € mensuels. Les frais d'acte seront donc à la charge de l'organisme foncier. Annuel. Annuel, pardon. Tout le monde a entendu mensuel. Ah, ben. Voilà, donc avez-vous des questions à poser? Oui. Ça va appuyer, Bien oui, mais... oui, mais toi, tu coupes ton truc. Je le coupe. Voilà. Appuie. Donc en fait, quand il parle, je peux pas, j'appuie, mais ça n'enregistre pas, puisque c'est Si, ça quelqu'un. enregistre, mais comme ça clignote, je coupe. Ah, ok. Parce que c'est quand vous demandez au début de la truc, je ne vais pas rester 5 minutes ou 10 minutes. Voilà. D'accord. Alors, puisque l'organisme justement qui a été créé, c'est une association, est-ce qu'il y a des bailleurs de fonds? Et si oui, quels sont ces bailleurs de fonds? Est-ce que la commune soutient pour lancer cet organisme financièrement? Madame Berlinkels, simplement, c'est dommage qu'il ne soit pas là, vous avez un de vos colistiers qui est administrateur de cette OFS. Et là, on a d'ailleurs un conseil d'administration qui aura lieu la semaine prochaine. Alors, on l'a mis la semaine prochaine et non pas avant, parce que M. Pisson n'est pas là, donc vous voyez, on l'a reporté la semaine prochaine. L'idée est la suivante, ce qui a toujours été dans notre esprit, c'est une association de loisirs Sarin qui a été agréée par M. le préfet de région. Je vous l'ai dit au dernier conseil municipal, de mémoire, 19 août, un truc comme ça. Voilà. Donc ça veut dire que chaque opération, c'est qu'elle va pouvoir lancer, normalement, il y a l'avis de la DREAL dessus qui est donné et qui anticipe. Monsieur l'adjoint délégué aux finances vous a évoqué la vente à l'euro symbolique Oui, tout à fait. pour la commune. Ça veut dire que si cette parcelle
est par exemple estimé par les domaines à, je dis n'importe quoi, 200 000. Je fais un compte rond de 200 000. C'est-à-dire qu'en fait, nous aurons 199 999 € de moins sur la pénalité SRU 2021. Puisque nous avons fait don à l'OFS d'un terrain qui est estimé à. C'est comme si on avait donné, si vous voulez, dans le cadre de la loi SRU, c'est une dépense que nous avons faite, même si elle n'est pas réelle et trébuchante. C'est une dépense parce qu'on sort de notre actif, cette parcelle, et qu'on le vend à 1 €. On le vend à 1 € parce que la différence sera au titre de la pénalité SRU. Là-dessus, après, il va y avoir lancé par l'OFS, c'est d'ailleurs lors du jour du 4 novembre à ma connaissance, le président, c'est pas moi, hein, vous le savez, c'est lors du jour du 4 novembre où on va faire un appel à projet pour savoir ce qu'on va y faire dessus. Par contre, il est important, on va lancer la machine, il est important, si vous voulez, que cette session se fasse avant le 31 décembre pour que nous puissions déduire de la pénalité SRU en 2021. Si ça se fait après le 1er janvier, nous ne déduirons qu'en 2023. Alors, comme notre déduction de 2021 n'est pas pleine, en ce sens que la pénalité SRU, Teddy Alexander vous en a parlé, la pénalité SRU pour l'année 2021 n'est pas utilisée, moi je préfère que la commune, elle utilise elle-même l'argent de cette pénalité SRU, plutôt de laisser partir à la métropole, où on peut en faire autre chose. Eh bien écoutez, on fait en sorte qu'elle soit utilisée pour les logements sociaux sur notre commune. Alors juste une remarque, il vous a parlé de logements sociaux, c'est pas des logements sociaux, c'est considéré comme logement social, mais c'est des bails réels solidaires que l'OFS fait. Je ne vais pas recommencer ce que j'ai expliqué maintes et maintes fois, vous le savez tous, mais c'est considéré comme logement social, mais il ne s'agit pas d'un logement social, c'est simplement quelque chose où les gens seront propriétaires du bâti et non pas du terrain. Voilà. Et le terrain, il leur est payé. Non, tout ce que vous dites là, je suis tout à fait OK là-dessus, il n'y a pas de problème. Simplement, cette structure qui est associative, à qui vous avez effectivement cédé ce terrain, il va bien falloir qu'il y ait des fonds pour fonctionner quand même. Je vous signale que vous avez voté, dans le cadre du budget, ou je ne sais plus quel, en mois de juin, vous avez voté une délibération où on avance à cette association jusqu'à 50 000 €. Mais quand je dis on avance, on ne lui donne pas les 50 000. On avance, on paye à sa place, etc. etc. Et qu'elle devra nous rembourser, je ne sais plus, il y a une convention qui est passée à ce moment-là, ils ont combien de temps? 5 ans pour nous rembourser? Je n'ai plus en tête, mais il me semble qu'ils ont 5 ans pour rembourser, enfin que l'OFS a 5 ans pour rembourser. 5 ans, c'est pas une vue de l'esprit, c'est parce que leur règlement, c'est pour 5 ans, et qu'on revoit au bout de 5 ans ce qu'il en est. Je pense que ça sera remboursé à la commune avant 5 ans. Voilà. OK. Plus de questions là-dessus, donc je mets au voie cette délibération. Oui, il vous a été distribué en séance, et je m'en excuse, mais parce que c'est arrivé... ah, j'ai pas vu, excuse-moi. Il fonctionne? Oui, ça y est. Excuse-moi, ça vous a été distribué en séance parce que on l'avait pas au moment de faire partir, je l'avais pas au moment de faire partir le dossier. Par contre, je l'ai eu entre-temps. J'ai préféré qu'on vous donne directement en séance, c'était plus simple. Le découpage prévu. Ouais. Oui, Yann. Oui. C'est bon, là? C'est bon? Voilà, c'est bon. Non, je voulais juste apporter une précision, donc pour rappel, sur cette parcelle, donc qui est clôturée aujourd'hui, hein, comme l'a précisé d'ailleurs Teddy il y a quelques instants, mais on avait l'ancienne usine de potilisation, hein, qui était un bâtiment public, et qui a été rasée. Voilà, donc c'est important de le dire et de le préciser. D'accord. Oui, je pense que tu as complètement raison. Tu as complètement raison. Donc on peut rajouter quelque chose qui se mettrait de la façon suivante. Mais
fait ce que tu as dit, c'est où était érigée l'usine de potabilisation qui a été rasée et qui est évidemment clôturée. Je pense que c'est une phrase qu'il faut rajouter, il a raison. Est-ce qu'on peut rajouter dans la délibération? On peut rajouter dans la délibération, voilà. Compte tenu de cette remarque, de cet amendement, on peut dire que c'est un amendement, proposé par M. Yann Pertuzel, est-ce que vous avez encore des questions là-dessus? Donc, OK pour l'amendement? C'est bon? Unanimité. Donc, on vote cette délibération amendée maintenant. On va d'abord voter l'amendement, puis ensuite on vote la délibération amendée. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y a pas de voix contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Donc, c'est unanimité. Je vous remercie. Eh bien, puisque tu avais la parole, tu l'as voulu, ben écoute, tu peux la garder. Tu vas nous parler maintenant du nouveau dispositif d'aide à la rénovation des façades proposé par le CD, approbation du règlement d'attribution des subventions. Oui, donc, pour rappel, hein, donc, depuis 1985, hein, la commune subventionne le renouvellement de façade dans le centre ancien, hein, de façon à garder ce bel aspect que l'on a du centre ancien et de l'embellir. Et pour rappel également, donc, jusqu'à aujourd'hui encore, hein, ces subventions peuvent se monter jusqu'à 60% du montant TTC des travaux réalisés, mais qui sont plafonnés donc à 2 000 € par façade. Et pour les autres façades, ça c'est pour les façades significatives, hein, c'est à 53%, et plafonné à 1 423 € par façade. Chose importante, donc sur cette somme, la commune peut récupérer 25% de l'argent donc ainsi avancé auprès de la métropole aujourd'hui. Avant, donc c'était la CPA. Et donc ça concerne aujourd'hui le centre ancien. Juste une précision, hein, ces 2 dernières années, le dispositif n'a quasiment pas été, ou très peu, mis en œuvre. En fait, c'est mis en œuvre à partir du moment où la commune est sollicitée par, bien évidemment, un propriétaire. Donc le conseil départemental, en partenariat avec le conseil en architecture, urbanisme et environnement 13, donc propose un nouveau dispositif. Donc la commission d'une nature s'est réunie à ce sujet, hein, donc on en a parlé et donc on s'est mis d'accord sur ce que je vais vous dire dans quelques instants. Cette subvention, donc ce nouveau dispositif, bon, c'est toujours le même principe, subvention de la commune, mais qui doit avoir un minimum de 50% du montant TTC des travaux faits, y compris les frais d'échafaudage, ce qui est important, ce qui n'était pas le cas auparavant, qui sont en général conséquents, et là plafonné à 200 € TTC par mètre carré de façade ravalée. Là aussi, c'est beaucoup plus intéressant encore. Et il n'y a pas eu la possibilité de porter ce plafond jusqu'à 300 € TTC, toujours par mètre carré, hein, dans le cadre de remplacement donc, de fenêtres et de menuiseries métalliques, voilà, dans certaines situations. Là aussi, chose très importante, ce nouveau dispositif prévoit de récupérer 70% de la subvention communale auprès donc, du conseil départemental. Donc c'est pas inintéressant. Il faut savoir donc qu'il y a certaines conditions, bien évidemment, pour être éligible à ce dispositif, à cette subvention. Il faut d'abord obtenir, enfin que le propriétaire obtienne les autorisations d'urbanisme. Il faut un projet de traitement global de l'ensemble. Sont exclus du dispositif les immeubles de moins de 20 ans ainsi que les édifices à usage de services publics et les devantures commerciales. Et les travaux doivent respecter les recommandations architecturales et techniques donc, du règlement qui est établi en conséquence. Voilà donc ce nouveau dispositif, il vous est donc proposé d'y adhérer avec donc un taux de subvention, je vous l'ai dit tout à l'heure, le minimum c'est 50%. On ne peut pas en dessous, mais compte tenu voilà, de ce dispositif et surtout de la récupération de 70% de cette subvention, il est proposé
que toute subvention soit établie à hauteur de 70% donc du montant TTC des travaux subventionnables. Ça, c'est pour la première chose. Il y a un deuxième élément important. Nous pouvons élargir la sectorisation donc, sur lequel est applicable ce dispositif. Aujourd'hui, c'est le centre ancien. Donc, ce qui est proposé, c'est de l'élargir également à des secteurs que l'on a estimés importants pour la préservation du patrimoine, qui sont donc le hameau du Verger, celui des Cailloles et celui de Pin-Porte-Rouge. Voilà donc ce qui est proposé au Conseil ce soir. Merci. Est-ce qu'il y a des questions à poser? C'est passé en commission avec un avis. Oui, mais parce que voilà, elle a demandé la parole. Donc... avec un avis favorable. Merci. Vous souhaitez... Oui, j'ai juste une question. Alors, je ne sais plus si c'était lors d'un conseil municipal ou d'une plénière. On nous avait fait état de bâtis assez vétustes dans le centre ancien. De logements. Excusez-moi, mais j'ai pas entendu parce qu'il y avait une petite musique. Vous aviez été perturbé. Donc, lors d'un CM ou d'une plénière, il nous avait été fait état de bâtiments vétustes dans le centre ancien notamment, voire dangereux. Donc, là, la question que je me pose, c'est, puisqu'il y a des conditions d'éligibilité de la subvention, notamment l'obtention par le propriétaire des autorisations d'urbanisme, je suppose que c'est d'urbanisme de la ville. Donc, un propriétaire, justement, qui demanderait pour ravaler la façade, etc., si le bâti lui-même, de manière générale, est défectueux, il n'aurait pas cette autorisation. Oui, dans un premier temps, bien évidemment, que la situation du bâtiment sera examinée. Voilà. On n'engagera sans aucun doute pas une subvention sur un bâtiment qui menace de s'écrouler. Ce qui, aujourd'hui, et pour revenir à votre question, n'est pas le cas sur la commune, puisque vous le savez, il y a un diagnostic qui a été effectué sur le centre ancien et qui n'a relevé aucun, on va dire, désordre de péril, voilà, s'agissant des habitations du centre ancien. Voilà. J'ajouterais même que j'ajouterais même, si vous voulez, que l'audit qui a été fait, malheureusement, n'a pas pouvoir de rentrer dans les immeubles. Ça a été un peu le truc. Disons, si habilement ils se font ouvrir la porte et ils rentrent, c'est une chose. On n'a pas le droit de rentrer dans les propriétés privées. Or, vous touchez du doigt le problème de ces immeubles anciens, bien souvent, de l'extérieur, bon, on voit peut-être que c'est un peu vieux, mais on n'en voit pas plus. Et puis à l'intérieur, on s'aperçoit que y a des portes qui ne jointent plus ou qui ont des soucis, etc., etc. C'est ce qui s'est passé à Marseille. Le problème, c'était à l'intérieur. Mais à l'intérieur, vous ne pouvez pas rentrer dans les propriétés privées. Donc on a habilement le Soleia, c'est ça, hein, Soleia, qui a fait l'audit. Habilement, a vu, puis ils connaissent un peu, donc ils savent si il peut y avoir tel problème sur la façade, s'il y a autre chose. Dans le cadre d'un balcon, par exemple, voilà. Dans le cadre d'un balcon, peut-être qu'il faut aller plus loin. S'il y a un balcon qui pose problème. Voilà. Mais là, on est à la limite des possibilités légales que nous avons. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Dès lors que le propriétaire demande. Voilà. Et oui, et je vous dès lors qu'un propriétaire demande, le service de l'urbanisme peut lui demander d'aller au-delà de la simple façade qui est visible. Vous savez que quand on donne un permis, c'est arrivé d'ailleurs plusieurs fois, et ça arrive plusieurs fois, on donne un permis, pour la conformité, on va voir à l'extérieur. Si les façades correspondent au nombre de portes-fenêtres, de fenêtres, de machin, truc, peu importe. Et si la clôture est bonne,
Mais à l'intérieur, on n'a pas le droit de pénétrer. Les gens vous disent, on a fait un logement, vous devez les croire. C'est déclaratif. Alors, bien souvent, on transforme un logement en 4 logements. Quand on a une grande maison. 4 logements, ça veut dire que vous avez 3 logements de plus pour augmenter votre déficit en logements sociaux. Et voilà, petite histoire. La ville ne risque pas d'être pénalisée si un jour on a ravalé une façade de propriétaire alors que l'intérieur... Non, on est dans le privé là. On est vraiment dans le privé. Okay. Voilà, donc je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus, unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous avons les questions, enfin la question diverse. Madame Berlinken, c'est vous qui avez posé. Donc, vous dites, vous avez une question. Des choix de politique gouvernementale posent question aux Français. Et c'est le cas notamment de la privatisation de joyaux nationaux. Certaines communes ont d'ores et déjà réagi à cette problématique. La commune va-t-elle également favoriser la mise en place d'un dispositif qui permette de déposer un soutien au projet de loi référendaire relatif à la privatisation des aéroports de Paris? Je vous répondrai très simplement. Alors, Berlinken, est-ce que, en tout cas, le maire, le conseil municipal, la majorité des conseils municipaux, s'intéresse aux problèmes de Google Air et non pas aux problèmes nationaux. On en a assez comme ça avec Google Air. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est Google Air, c'est pas la politique nationale. Pardon. Donc, voilà. Bien. Écoutez, je vous ai répondu. La séance est levée. Bonne soirée.